2 avions ravitailleurs de l'armée de l'air américaine, tous 2 transmettaient le code international de détresse, tous 2 volaient directement au-dessus du détroit d'Ormuz. Et tous 2 ont disparu des radars à quelques heures d'intervalle. Voilà la séquence que le commandement central américain, le CENTCOM, observe ce matin, au 2e jour de l'opération Project Freedom. Et pour la première fois depuis le début de cette crise, la question n'est plus de savoir si les appareils américains sont à risque dans ce corridor. La question est, qu'est-il arrivé à l'un d'eux ? Des observateurs de vol en source ouverte ont détecté la première urgence provenant d'un cassé, un 3.5 Stratotanker, code transpondeur 7700, urgence générale. L'appareil a été suivi en descente et en virage vers le Qatar, puis il a disparu du suivi radar civil quelque part au-dessus du détroit. Un deuxième ravitailleur, un cassé, 4-6A Pegasus, a transmis le même code environ 1 heure plus tard, lui aussi au-dessus du golfe Persique, lui aussi en virage vers Al-Udeid. 2 hélicoptères de sauvetage H-125 ont décollé de la base aérienne d'Al-Udeid en réponse. À cette heure, le CENTCOM n'a confirmé ni écrasement, ni attaque, ni quoi que ce soit au-delà du fait que les opérations se poursuivent dans cet espace aérien. Et ce silence parle plus fort que n'importe quel briefage. Ce n'est pas une paire aléatoire de problèmes mécaniques, c'est un événement aéronautique qui se produit dans une portion de ciel transformée en la zone aérienne la plus hostile électroniquement de la planète. Voici ce que l'on sait de la chronologie. Le premier ravitailleur à déclarer l'urgence était le cassé, un 3-5 Stratotanker. C'est la plateforme de ravitaillement historique de l'armée de l'air américaine, une cellule sortie des chaînes à la fin des années 1950, qui a continué de voler pendant toutes les guerres américaines depuis le Vietnam, et qui fait encore aujourd'hui le plus gros du travail au-dessus du Golfe. Il transporte environ 200 000 livres de carburant aviation. Il alimente les chasseurs, les bombardiers, les avions de surveillance, tout appareil doté d'une perche de ravitaillement ou d'un réceptacle pour flèches de ravitaillement. Quand un stratotanker est en vol, cela signifie généralement qu'un groupe de frappe, quelque part plus loin dans la chaîne, dépend de sa présence en l'air. Alors, quand celui-ci a transmis le code 7700 au-dessus du détroit, qu'il est descendu, qu'il a changé de cap vers le Qatar, puis qu'il a disparu du suivi civil, c'était pas un événement de routine. L'information a d'abord été rapportée par les médias d'État iraniens, citant des données de Flight Radar 2.4, et l'absence de toute confirmation de la part du CENTCOM ou de l'armée de l'air est précisément ce que toute la communauté de la défense surveille maintenant. Puis est arrivée la deuxième urgence, un cassé 4.6A Pegasus, le ravitailleur Boeing plus récent, qui était censé remplacer la flotte vieillissante de Stratotanker, transmettant le même code, 7700 au-dessus des mêmes eaux à quelques heures d'intervalle. Il s'agirait du numéro de queue 18 à 46 048, bien que cela n'ait pas été vérifié de manière indépendante. L'appareil a été suivi en descente vers un terrain d'aviation au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis, 2 ravitailleurs américains, 2 urgences, un seul corridor, le même matin. C'est une coïncidence difficile à avaler, même sur le plan des probabilités. Maintenant, voici l'élément que la plupart des gens comprennent mal. Beaucoup pensent qu'un code 7700 signifie que l'appareil a été touché. En réalité, ce code signifie seulement que l'équipage a signalé une urgence grave en vol. Il peut s'agir d'une panne hydraulique, il peut s'agir d'une alerte incendie, il peut s'agir d'un problème médical dans le poste de pilotage, il peut s'agir d'une perte de pressurisation. Cela peut aussi être le résultat d'un verrouillage par radar hostile ou d'une usurpation GPS assez sévère pour que la suite de navigation ne puisse plus faire confiance à ses propres coordonnées. Nous ne savons pas lequel de ces scénarios a causé l'un ou l'autre des incidents. Ce que nous savons, c'est que les 2 ravitailleurs l'ont fait à quelques heures d'intervalle, dans le même espace aérien, le même jour où l'armée américaine tente de faire passer des navires commerciaux à travers le blocus iranien. Voici le tableau d'ensemble dans lequel tout cela s'inscrit. Hier, le 4 mai 2026, le président Donald Trump a lancé l'opération Project Freedom. Sur papier, la mission consiste à escorter hors du détroit d'Ormuz des navires commerciaux coincés, alors qu'environ 2000 bâtiments et près de 20 000 marins sont immobilisés
depuis que l'Iran a déclaré le détroit fermé au début de mars. Le CENTCOM a engagé des destroyers lance-missiles, plus de 100 aéronefs basés à terre et en mer, des plateformes sans pilote multidomaines et environ 15 000 militaires dans l'opération. 2 navires marchands battant pavillon américain ont effectué le premier transit lundi. Le même matin, l'Iran a tiré des missiles de croisière, des drones et de petites embarcations d'attaque contre des navires battant pavillon américain dans le détroit. L'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, a déclaré que des hélicoptères d'attaque américains avaient détruit les petites embarcations et intercepté les drones. Il a également dit qu'aucun navire de la marine américaine n'avait été touché, contredisant les médias d'État iraniens qui avaient affirmé que 2 missiles avaient frappé un navire de guerre américain à l'extrémité sud du détroit. C'est le corridor au-dessus duquel volaient ces 2 ravitailleurs. C'est cet espace aérien. Puis sont venus les avertissements de Téhéran. Le major général Ali Abdollahi, commandant du quartier général central Khattam al-Anbiya, le commandement unifié des forces armées iraniennes, est apparu sur le diffuseur d'État IRIB et a été explicite. Toute force armée étrangère, selon ces mots, surtout l'armée américaine agressive, qui s'approche ou tente d'entrer dans le détroit d'Ormuz, sera ciblée. Il a déclaré que la sécurité du détroit est sous le contrôle des forces armées iraniennes. Il a dit que tout passage sécuritaire devait être coordonné avec l'Iran. Le chef de la commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, Ebrahim Azizi, a publié sur X que toute ingérence américaine dans le nouveau régime maritime constituerait une violation du cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril. C'est le mur rhétorique dans lequel Project Freedom vient de foncer. Et le même matin où cet avertissement a été lancé, les Émirats arabes unis ont soudainement subi des tirs directs pour la première fois depuis le début du cessez-le-feu. Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a rapporté 15 missiles et 4 drones tirés par l'Iran, les défenses aériennes ayant engagé la salve. La plupart des missiles ont raté leur cible. Un drone a atteint une installation pétrolière clé à Fujairah, le principal port émirati, situé à l'extérieur du détroit, déclenchant un incendie qui a blessé 3 ressortissants indiens qui y travaillaient. Fujairah n'est pas une petite cible. C'est le terminal du pipeline que les Émirats arabes unis ont construit précisément pour ne pas avoir à expédier leur brut par Ormuz. L'Iran vient de frapper la voie de contournement. La réponse de Téhéran à la frappe de Fujairah a été le genre de démenti, qui ne dément pas réellement quoi que ce soit. Une source militaire iranienne anonyme a déclaré à la télévision d'État que l'Iran n'avait aucun plan visant à cibler les Émirats arabes unis ou leurs champs pétroliers, et que l'incident, selon ses mots, résultait de l'aventurisme militaire américain visant à créer un passage illégal. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a appelé le président des Émirats arabes unis pour condamner ce qu'il a qualifié d'attaque iranienne injustifiée contre un État frère. Les Saoudiens sont officiellement sur le dossier. Les Émiratis sont officiellement sur le dossier. Le pipeline est en feu et la position officielle de l'Iran revient essentiellement à dire que rien de tout cela n'arriverait si les Américains n'étaient pas dans le chemin. C'est ici que l'usurpation entre en jeu. Des analystes indépendants du renseignement de sources ouvertes, y compris des comptes de suivi aérien spécialisés dans cette région, signalent depuis des heures un puissant brouillage régional du système d'identification automatique et du GPS au-dessus du détroit d'Ormuz. L'usurpation AIS trompe les transpondeurs des navires pour leur faire diffuser des positions qui ne sont pas réelles. L'usurpation GPS fait la même chose aux aéronefs. Un pilote de ravitailleur dont le GPS est trompé n'est pas simplement dérangé. Il pilote potentiellement un appareil lourd chargé de carburant aviation dans l'un des espaces aériens les plus congestionnés du monde, pendant que sa navigation principale lui dit qu'il se trouve à un endroit où il n'est pas. La flotte de stratotankers, comme Defense One l'a rapporté en détail cette année, manque en grande partie de communication sécurisée au-delà de la ligne de visée, ce qui signifie que les équipages dans cet environnement disposent d'une connaissance situationnelle limitée lorsque des menaces apparaissent. Combinez ces 2 éléments dans la même heure et vous obtenez les conditions qui produisent 2 codes d'urgence transmis coup sur coup. L'Iran n'a pas revendiqué de tir contre l'un ou l'autre des ravitailleurs. Les États-Unis n'ont pas accusé l'Iran d'être responsable des urgences. Mais
Le corridor où cela s'est produit, le jour où cela s'est produit, n'est pas un corridor où les coïncidences sont faciles à prendre au pied de la lettre. Et la marine des gardiens de la Révolution a passé 2 mois à transformer ce détroit en le point d'étranglement le plus éprouvé par des actions militaires au monde. Voici ce qui s'est réellement passé sur l'eau cette semaine. Le 2 mars, l'Iran a déclaré le détroit fermé et a averti qu'il attaquerait tout navire tentant de passer sans permission. Les gardiens de la Révolution ont commencé à imposer des péages. Selon plusieurs rapports, ces péages dépassaient $1 million par navire en avril. La marine américaine a répondu le 13 avril avec son propre contre-blocus, celui-ci visant les navires quittant les ports iraniens. 2 forces navales s'opposent sur une seule voie maritime et les 2 camps serrent l'étau. Le cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril tient encore officiellement. Dans les faits, il saigne depuis des semaines. La plupart des gens supposent que le détroit peut être rouvert par la force. En réalité, l'Iran aurait perdu la trace de certaines des mines marines qu'il a posées dans le corridor. Ce qui signifie que même Téhéran ne peut pas rouvrir complètement la voie maritime qu'il a fermée. Ces mines sont des mines marines à influence de fond, du type qui détonne lorsqu'une signature magnétique ou de pression d'un navire passe au-dessus. Le CENTCOM a reconnu que les opérations de déminage pourraient prendre des semaines ou des mois. Des hélicoptères d'attaque américains opérant depuis des destroyers ont déjà détruit 6 navires mouilleurs de mines iraniens lors d'engagements antérieurs. 6 autres petites embarcations iraniennes ont été coulées lundi seulement. Le détroit est maintenant un champ de bataille asymétrique, où le lent nettoyage de surface rencontre des embarcations d'attaque côtière rapides, où des vraquiers croisent des drones, et où de lourds ravitailleurs volent au-dessus de tout cela en supposant que personne ne tirera. C'est exactement cette hypothèse qui est mise à l'épreuve. Voici la dimension économique qui ramène tout cela directement dans votre vie. Le détroit d'Ormuz transporte environ 20% du commerce mondial de pétrole maritime et une part comparable du gaz naturel liquéfié mondial. Le Brent a atteint un sommet intrajournalier de plus de $126 le baril à la fin d'avril 2026. C'est le niveau le plus élevé depuis les premiers mois de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La région du golfe Persique représente environ 30 à 35% des exportations mondiales d'urée et environ 20 à 30% des exportations d'ammoniac. Jusqu'à 30% de tous les engrais échangés à l'international transitent normalement par ce détroit. Quand ce pipeline d'engrais à base d'azote se retrouve étranglé, les prix des aliments commencent à bouger à un continent de distance. L'Inde, le Bangladesh, le Vietnam, une grande partie de l'Afrique subsaharienne, leurs cycles de plantation en dépendent. L'Organisation maritime internationale a documenté au moins 19 attaques contre des navires depuis le début de ce conflit, avec 10 marins tués et 8 blessés. Les équipages des navires bloqués seraient en train de manquer de nourriture, de carburant et d'eau. Le directeur de la division de la sécurité maritime de l'OMI a qualifié la situation de sans précédent à l'époque moderne. Maintenant, considérez l'asymétrie des coûts. Une embarcation d'attaque rapide iranienne équipée de 2 moteurs hors-bord peut être mise à l'eau pour le prix d'une voiture familiale usagée. Un drone capable d'effectuer une mission à sens unique vers un terminal pétrolier de Fujairah coûte à l'Iran des dizaines de milliers de dollars. Le missile intercepteur américain qui abat ce drone coûte de 1 million à plusieurs millions de dollars par tir. Les destroyers qui escortent les navires commerciaux dans le détroit coûtent à la marine américaine environ 2 milliards de dollars par coque. L'Iran tire chaque jour du côté le moins cher du registre. Washington défend chaque jour du côté le plus coûteux. Cette équation ne s'améliore pas avec le temps, elle empire. Et voici ce à quoi Project Freedom n'a pas encore répondu. La mission est censée être un geste humanitaire pour libérer des navires bloqués, mais seulement 2 navires marchands battant pavillon américain ont transité depuis son lancement. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a appelé l'opération Project Deadlock. Les marchés de l'assurance ne croient pas à la sécurité du corridor. Les compagnies maritimes ne s'inscrivent pas pour les transits. La participation alliée est mince. L'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, Mike Waltz, a déclaré publiquement que Washington rédige maintenant une résolution du Conseil de sécurité avec Bahreïn et le Conseil de coopération du Golfe pour tenir l'Iran responsable du minage des eaux internationales. Une voie diplomatique, pendant que la voie militaire produit des ravitailleurs qui transmettent des codes d'urgence. Maintenant, ramenez tout cela à ces 2 appareils. Un cassé, un 3.5 et un cassé,
4 CISA. Tous deux ont disparu des radars à quelques heures d'intervalle dans l'espace aérien, au-dessus d'un détroit où les États-Unis tentent de briser un blocus. L'Iran vient d'attaquer les Émirats arabes unis, le GPS est trompé en temps réel, et chaque partie impliquée dispose d'un déni plausible intégré au brouillard. Si même l'une de ces deux urgences s'avère liée au combat, le cessez-le-feu qui tient techniquement depuis le 8 avril est terminé. Si les deux s'avèrent mécaniques, la leçon n'est pas que la situation est stable. La leçon est que les ravitailleurs américains opérant dans cet espace aérien sont maintenant soumis à une pression mécanique et électronique suffisante pour que 2 d'entre eux déclarent une détresse le même matin. Dans les 2 lectures, c'est mauvais. Il n'y a aucune lecture qui soit bonne. 2 ravitailleurs américains en détresse, dont un possiblement manquant. Un cassé, un 3.5 Stratotanker transmettant le code 7700 au-dessus du détroit, puis descendant vers le Qatar avant la perte de signal. Un cassé, 4 CISA Pegasus suivant avec le même code dans la même fenêtre de temps. 2 hélicoptères H-Cent, 25 lancés depuis la base aérienne d'Al-Udeid. Le major général iranien Ali Abdollahi avertissant que les forces américaines seront ciblées si elles entrent dans le corridor. Les Émirats arabes unis frappés pour la première fois depuis le cessez-le-feu, 15 missiles et 4 drones. Un incendie au terminal pétrolier de Fujairah, 3 travailleurs indiens blessés, 6 petites embarcations iraniennes coulées, 2000 navires bloqués, 20 000 marins à court de nourriture et d'eau, le Brent au-dessus de 126 $. Un cessez-le-feu qui est techniquement encore en vigueur sur papier, pendant que tous les autres indicateurs hurlent le contraire. Le détroit d'Ormuz n'est plus un point d'étranglement. C'est l'endroit où la prochaine guerre américaine commence, ou ne commence pas. Et la preuve décisive est dans le ciel en ce moment, quelque part au-dessus du Qatar, sous la forme d'un appareil dont personne au Centcom n'a confirmé l'atterrissage. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.